Au mariage de mon petit-fils, mon fils a annoncé à tout le monde, vous n'êtes pas de la famille. Vous êtes juste ici pour manger gratuitement. Et il a interdit au serveur de me servir. 200 personnes me regardaient comme si j'étais une criminelle, une intruse, une mendiante qui s'était incrustée à un événement. 2 millionnaires. Mais soudain, un gentleman aux cheveux blancs et au costume élégant que je voyais pour la première fois de ma vie s'est approché de moi. M'a touché l'épaule fermement et m'a chuchoté à l'oreille d'une voix qui semblait traverser l'air, prenez ma main. Et ils vont ravaler leur langue. Quand ils verront qui est avec vous. Je n'ai rien compris. Qui était cet homme? Pourquoi me parlait-il avec une telle assurance? Parce que ses yeux marrons clairs me regardaient comme s'il me connaissait depuis toujours. Mais avant que je puisse assimiler ce qui se passait, je dois vous raconter comment j'en suis arrivé à ce moment d'humiliation absolue. Laissez-moi revenir 3 heures en arrière. 3 heures qui ressemblent à 3 ans de torture. Je suis devant le miroir de ma petite chambre, me préparant pour le mariage de Noah, mon petit-fils adoré. Je porte ma robe lavande, celle que j'ai achetée au magasin de discount après avoir économisé pendant des mois. Ce n'est pas grand-chose. Je sais que le tissu est synthétique, les coutures ne sont pas parfaites, et elle a une petite broderie sur le col que j'ai essayé de faire moi-même pour lui donner une touche spéciale. Mes mains arthritiques tremblaient pendant que je cousais ces petites fleurs blanches. Je me regarde dans le miroir et je vois une femme de 72 ans avec des rides profondes autour des yeux, ses cheveux gris tirés en un simple chignon, sans bijoux à part le petit crucifix en argent que mon défunt mari m'a donné. Je ressemble exactement à ce que je suis, une couturière à la retraite qui a vécu toute sa vie dans la pauvreté pour que son fils ait des opportunités. Le téléphone sonne. C'est Richard. Maman, dit-il d'un ton étrange, presque nerveux à propos du mariage d'aujourd'hui. Je dois te faire comprendre quelque chose. Il y aura des gens très importants là-bas. Des partenaires à moi, des investisseurs, des gens de haut rang social. J'ai besoin que tu te comportes de manière appropriée. Quelque chose dans sa voix me fait me sentir petite, insignifiante. Richard, je réponds, essayant d'avoir l'air joyeuse. Je suis ta mère. Bien sûr que je vais bien me comporter. Je veux juste voir mon petit-fils heureux en ce grand jour. Il y a une longue pause. J'entends Catherine parler en arrière-plan, mais je ne peux pas distinguer les mots. Puis Richard dit, garde juste un profil bas, d'accord? Ne parle pas trop aux invités. Et s'il te plaît, ne mentionne pas que tu as travaillé comme couturière ou femme de ménage. C'est embarrassant. Chaque mot est comme un coup de poignard. Embarrassant. Mon travail honnête, la sueur de mon front, les années de sacrifice, tout est embarrassant pour lui. Il raccroche. Sans même dire au revoir. J'arrive à la salle des fêtes et je suis paralysé. C'est un palais. Des lustres géants en cristal pendent du plafond. Les tables sont décorées de centres de tables floraux qui ont probablement coûté plus que mon loyer d'un mois. Les invités ressemblent à des gens sortis d'un magazine de mode. Les femmes portent des robes de soie, de velours, de dentelle française. Les hommes portent des smokings comme s'ils allaient à une investiture présidentielle, et je suis là dans ma robe lavande du magasin de discount. Une employée du lieu me toise avec dédain au moment où je franchis la porte. Madame, me dit-elle d'un ton sec, c'est une célébration privée. Si vous êtes ici pour postuler à un emploi, l'entrée de service est par derrière. Non. Non, je balbutie, me sentant humilié. Je suis la grand-mère du marié. Richard est mon fils. Elle me regarde avec une incrédulité évidente, comme si je venais de dire, je suis la reine d'Angleterre. Elle consulte sa liste. Avec un froncement de sourcils. Ah, oui, voici votre nom. Allez-y. J'entre.
dans la salle de bal principale et je sens tous les regards fixés sur moi. Ce ne sont pas des regards de curiosité polie. Ce sont des regards de jugement, de dédain, de dégoût à peine déguisé. Je me dirige vers l'endroit où Richard parle. À un groupe d'hommes impeccablement habillés. Ils portent des montres qui brillent comme des phares dans la nuit. Richard me voit approcher et son visage change complètement. Le sourire professionnel qu'il avait disparaît. Ses yeux se durcissent. Il s'excuse auprès des hommes et marche rapidement vers moi, m'interceptant avant que j'atteigne son cercle social. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?» dit-il à travers des dents serrées, me serrant fermement le bras. « Et cette robe ? Je t'ai dit de porter quelque chose d'élégant. C'est la robe la plus élégante que j'ai. Richard, j'y ai dépensé 3 mois de ma pension. » Il ferme les yeux comme si ça lui faisait physiquement mal de me voir. Catherine apparaît de nulle part, éblouissante dans sa robe couleur champagne, couverte de cristaux qui captent la lumière comme de petits diamants. Son maquillage est parfait. Ses cheveux sont coiffés en un chignon élaboré qui lui a probablement pris des heures au salon le plus cher de la ville. « Éléanore » dit-elle mon nom comme si c'était du poison. « Tu es vraiment venue comme ça ?» Je n'arrive pas à y croire. Je regarde ma robe, puis la sienne, et je comprends. Je comprends parfaitement. Je suis la tache sur leur tableau parfait. Je suis la preuve vivante que Richard n'a pas toujours été riche, qu'il vient de la pauvreté, que sa mère a frotté des sols pour payer son éducation. Pamela, la cousine de Catherine, s'approche avec un verre de champagne à la main. Elle porte une robe ivoire avec un décolleté qui laisse peu à l'imagination. Elle regarde ma robe et laisse échapper un petit rire. « Oh, Catherine, tu ne m'as pas dit qu'il y aurait un divertissement à thème. Cet hommage aux années 70 est adorable. » Les trois rient. Je baisse les yeux. Noah apparaît alors, mon beau petit-fils dans son smoking blanc. Il me voit et son visage s'illumine. « Grand-mère » crie-t-il en courant vers moi. « Tu es venu » il me serre fort dans ses bras. Et pendant un instant, j'oublie toute l'humiliation. C'est mon petit-fils, le bébé dont je me suis occupé quand Richard et Catherine partaient en voyage. Le garçon qui m'appelait chaque semaine pour me demander comment j'allais, mais Catherine le prend par le bras brusquement. « Noah, chéri, tu dois saluer les investisseurs de ton père. Ce sont des gens très importants. Allons-y. » Noah me regarde avec culpabilité, mais il obéit. Il obéit toujours à sa mère. La cérémonie commence. Je m'assois au dernier rang. Même si je suis là. Grand-mère. Les premiers rangs sont réservés aux partenaires commerciaux, à l'élégante famille de la mariée, aux personnes qui comptent. Je ne compte pas. Après la cérémonie, tout le monde se dirige vers la réception. Il y a de longues tables pleines de nourriture qui semblent avoir été prises dans un restaurant 5 étoiles. Homard, saumon, viande que je ne peux même pas prononcer. Des serveurs en gants blancs circulent avec des plateaux de canapés et des verres de champagne. J'ai faim. Je n'ai rien mangé de la journée parce que je voulais garder mon appétit pour la célébration. Je m'approche timidement de l'une des tables de nourriture et c'est là que ça se passe. Richard me voit. Il marche vers moi d'un pas furieux. Catherine vient derrière lui. Pamela le suit comme un vautour, attendant la curée. « Maman » dit Richard d'une voix forte, assez forte pour que plusieurs invités se retournent et nous regardent. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ? Je vais me servir un peu à manger, Richard. J'ai faim » il rit. C'est un rire amer, cruel, que je n'avais jamais entendu sortir de sa bouche. « Faim ? Bien sûr que tu as faim. Tu es venu ici juste pour la nourriture gratuite, n'est-ce pas ? Tu ne te soucies pas de ton petit-fils. Tu
Ne te soucie pas de cette famille. Tu voulais juste venir faire un festin que tu ne peux pas te permettre. Toute la salle de bal se tait. 200 personnes. Arrête de parler et nous regarde. Je sens la chaleur monter à mon visage. Richard, s'il te plaît, je chuchote. Ne fais pas ça. Mais il est hors de contrôle. Ou peut-être est-ce exactement ce qu'il a prévu depuis le début. Tu n'es pas de la famille, crie-t-il, me pointant du doigt. Tu es venu ici pour manger gratuitement. Regardez tout le monde, cette femme s'incruste à des événements élégants en se faisant passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Catherine se joint à l'attaque. C'est embarrassant, Eleanor. Regarde-toi. Cette robe bon marché, ces chaussures usées. Tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'as jamais appartenu. Un serveur s'approche avec un plateau. Richard l'arrête. Brusquement. Ne la servez pas. Pas de nourriture, pas de boisson. C'est interdit. Si elle essaie de prendre quelque chose, prévenez-moi immédiatement. Les larmes commencent à couler sur mes joues. Je ne peux pas les contrôler. Cela ne peut pas être en train de se produire. Mon propre fils, le garçon que j'ai allaité, le garçon que j'ai tenu les nuits d'orage, Pamela s'approche avec son verre de champagne et un sourire diabolique. Si tu as si faim, Eleanor, dit-elle, renversant délibérément un peu de nourriture de son assiette sur le sol. Mange par terre. C'est là que tu appartiens, par terre avec les chiens. Les gens rient. Certains sortent leur téléphone pour enregistrer. Et juste au moment où je pense que je ne peux plus supporter d'humiliation. Quand je suis sur le point de courir vers la sortie et de disparaître pour toujours, j'entends. C'est pas derrière moi. Des pas fermes qui résonnent avec autorité. Une main touche mon épaule. Je me retourne et je vois cet homme aux cheveux blancs. Costume gris foncé impeccable. Yeux marron clair qui me regarde avec une intensité qui me coupe le souffle. Madame Eleanor, dit-il d'une voix grave. Prenez ma main et ils vont ravaler leur langue quand ils verront qui est avec vous. Ma main tremble quand je l'étends vers cet homme inconnu. Ses doigts sont chauds, fermes, rassurants. Il me prend la main avec une délicatesse qui contraste brutalement avec la violence émotionnelle que je viens de subir. Je sens quelque chose d'étrange traverser mon corps. Ce n'est pas une attirance romantique. C'est quelque chose de plus profond, de plus troublant, comme si mon âme reconnaissait quelque chose que mon esprit ne peut pas comprendre. Qui êtes-vous? Je parviens à chuchoter pendant que les larmes continuent de couler sur mes joues. Il ne répond pas directement. Au lieu de cela, il se tourne vers toute la salle de bal, vers les 200 personnes qui, il y a quelques secondes, riaient de mon humiliation. Sa présence est si imposante que le murmure des voix s'estompe progressivement jusqu'à ce qu'un silence absolu règne. Même la musique de fond semble avoir disparu. Richard nous regarde de l'endroit où il se tient, Catherine accrochée à son bras. Son expression passe de la fureur à l'étonnement. Il plisse les yeux, essayant d'identifier cet homme élégant qui vient de faire irruption dans sa scène de torture parfaitement orchestrée. L'homme aux cheveux blancs fait un pas en avant, me tenant toujours la main. Il tient sa canne à pommeau d'argent dans l'autre main, l'utilisant plus comme un sceptre que comme un soutien. Il y a quelque chose de royal dans sa posture, quelque chose qui exige le respect sans avoir besoin de crier. Bonsoir, dit-il d'une voix qui remplit chaque recoin de la pièce. Son accent est raffiné, éduqué, l'accent de quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier, a traversé les couloirs du pouvoir. Mon nom est Arthur Sterling, et je crois qu'il y a des choses que je dois clarifier ce soir. Richard pâlit, pas complètement blanc, mais je peux voir la couleur quitter ses joues. Catherine le regarde confuse. Pamela recule d'un pas, son sourire cruel s'effaçant enfin de son visage.
Arthur Sterling. Le nom résonne dans ma tête, mais je ne peux pas le situer. Je n'ai jamais entendu ce nom de ma vie. Ou peut-être que si. Il y a quelque chose dans ce nom de famille qui me semble vaguement familier, comme un écho lointain d'une conversation oubliée il y a des décennies. Arthur me lâche la main seulement pour placer son bras autour de mes épaules d'une manière protectrice, presque paternelle. Je me sens petite à côté de lui, mais pas d'une manière humiliante. Je me sens protégé, en sécurité pour la première fois de la nuit. Je vois que vous aviez une conversation intéressante sur qui appartient. Et qui n'appartient pas à cette famille, continue Arthur, regardant directement Richard. J'aimerais participer à cette conversation si vous me le permettez. Richard retrouve sa voix, bien qu'elle sorte tremblante. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, c'est une affaire de famille privée. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous n'avez aucun droit d'interférer. Arthur sourit. Ce n'est pas un sourire aimable. C'est le sourire d'un requin qui vient de sentir le sang dans l'eau. Oh, mais j'ai tous les droits du monde, Richard. Vous voyez, je connais votre mère depuis longtemps, bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Mon cœur bat si fort. Je crois qu'il va sortir de ma poitrine. Qu'est-ce que cet homme dit? Comment me connaît-il? Pourquoi parle-t-il comme s'il avait une sorte d'histoire avec moi? J'essaie de le regarder, cherchant des réponses sur son visage, mais il garde les yeux fixés sur Richard. Noah s'approche de l'endroit où il se trouvait avec sa nouvelle femme. Grand-mère, tu vas bien? Demande-t-il avec une véritable inquiétude dans sa voix. Il regarde Arthur avec curiosité et une certaine méfiance. Qui est ce monsieur? Ce monsieur, dit Arthur, d'un ton presque amusé, est quelqu'un qui aurait dû apparaître dans votre vie il y a de nombreuses années. Mon garçon. Mais mieux vaut tard que jamais, ne pensez-vous pas? Catherine trouve enfin sa voix stridente. Écoutez, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, Monsieur Sterling, mais c'est le mariage de mon fils. Si Eleanor a amené un compagnon, elle aurait dû nous en informer à l'avance. Quoi qu'il en soit, elle n'est plus la bienvenue ici, alors vous pouvez tous les deux partir. Arthur laisse échapper un rire. C'est un rire profond, résonnant, plein d'ironie. Oh. Catherine, douce et ignorante Catherine, laissez-moi vous demander quelque chose. Savez-vous où vous vous tenez en ce moment? Connaissez-vous cette salle de bal? Catherine le regarde comme s'il était fou. Bien sûr que je la connais. C'est la salle de réception la plus exclusive de la ville. Cela nous a coûté une fortune de la réserver. Nous avons dû payer 50 000 $ juste pour la location. 50 000 $, répète Arthur, hochant lentement la tête. Intéressant. Et à qui exactement avez-vous payé ces 50 000 $? Ah. L'entreprise qui possède l'endroit, évidemment, répond Catherine avec impatience. Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Arthur tapote doucement sa canne contre le sol de marbre. Le son résonne comme un coup de feu. Cela a tout à voir avec tout, ma chère. Parce que je suis le propriétaire de cette entreprise. Je suis le propriétaire de cette salle de bal. En fait, je suis le propriétaire de toute cette chaîne de salles d'événements, 5 au total, évalués à environ 40 millions de $. Le silence qui suit est si dense qu'on pourrait le couper au couteau. Je peux voir tous les esprits traiter cette information. Richard ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Catherine ressemble à une statue de sel. Donc techniquement, continue Arthur d'un ton désinvolte, vous célébrez ce mariage sur ma propriété, ce qui me donne une certaine autorité sur qui est le bienvenu et qui ne l'est pas, et je vous assure qu'Eleanor est plus que bienvenue ici. Pamela essaie d'intervenir avec sa voix agacée. Mais cela n'explique pas. Pourquoi vous défendez une complète inconnue?
Qu'est-ce que ça vous fait si là? Pauvre belle-mère de la famille se sent mal à l'aise? Arthur la regarde avec une telle intensité qu'elle recule physiquement. Elle n'est pas une étrangère. Pour moi, dit-il lentement. Et elle n'est certainement pas pauvre, bien qu'elle ne le sache pas encore elle-même. Maintenant, je suis complètement confuse. De quoi parle-t-il? Que veut-il dire que je ne sais pas? Je sais exactement combien d'argent j'ai. Pratiquement rien. Ma pension suffit à peine à payer le loyer et à manger. Arthur me regarde enfin. Ses yeux marron clair rencontrent les miens, et j'y vois quelque chose qui me fait trembler. La culpabilité. Un profond regret. Une douleur ancienne. Éléanore, dit-il doucement. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire. Il y a 46 ans. 46 ans. Je fais le calcul rapidement dans ma tête. Il y a 46 ans, j'avais 26 ans. J'étais enceinte de Richard. J'étais seul. Désespéré, travaillant 3 emplois pour survivre parce que le père de mon fils m'avait abandonné quand il avait découvert que j'attendais un bébé. Le père de mon fils. Je regarde Arthur plus attentivement maintenant. J'étudie son visage, ses traits, la forme de ses yeux, la ligne de sa mâchoire, et puis je le vois. Je le vois si clairement que je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas remarqué avant. Ses yeux marron clair. Richard a exactement les mêmes yeux. La forme du nez, le même nez que je vois chaque fois que je regarde mon fils. La ligne forte de la mâchoire. Noah l'a hérité de son père qui l'a hérité d'eux. Richard qui l'a hérité d'eux. Non, je chuchote, sentant que mes genoux sont sur le point de céder. Ce ne peut pas être vous. Vous êtes Arthur hoche lentement la tête. Je suis le père de Richard, Éléanore, l'homme qui t'a abandonné enceinte il y a 46 ans. Le lâche qui s'est enfui quand tu lui as dit que tu allais avoir un fils. Le monstre qui t'a laissé seul pour affronter le monde. Richard fait un bruit étrange, quelque chose entre un cri étouffé et un sanglot. Il titube et Catherine doit le retenir. Son visage passe par 1000 émotions en quelques secondes. Confusion, choc, colère, douleur, incrédulité. C'est un mensonge, crie-t-il finalement. Mon père est mort avant ma naissance. Ma mère me l'a dit. Vous mentez, insiste-t-il. Arthur sort quelque chose de sa poche. C'est une vieille photographie usée par le temps. Il marche vers Richard et la lui tend. Je ne suis pas mort, mon fils. Je me suis enfui. Et c'est la plus grande honte de ma vie. Richard prend la photo de ses mains tremblantes. Je peux voir d'où je suis que c'est une image de 2 jeunes gens. Une fille d'environ 25 ans avec une robe simple et un sourire timide. Un garçon d'environ 27 ans avec des cheveux foncés et ses yeux marron clair. Inconfondable. Ils se tiennent la main. Ils ont l'air amoureux. Cette fille. C'est moi, je chuchote. 46 ans plus jeune. Ce garçon, c'est Arthur, je dis. 50 ans plus jeune. Cela ne peut pas être en train de se produire, je murmure, sentant le monde tourner trop vite autour de moi. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Pourquoi ici? Arthur se tourne vers moi, les larmes aux yeux. Parce que j'ai été un lâche pendant 46 ans, Éléanore. Parce que je t'ai cherché pendant des décennies, mais je n'ai jamais eu le courage de te faire face. Parce que j'ai bâti un empire commercial. Mais je n'ai jamais pu trouver le courage de te demander pardon. Jusqu'à ce que je voie ton nom sur la liste des invités de ce mariage, jusqu'à ce que je sache que mon fils, le fils que j'ai abandonné, était sur le point de t'humilier publiquement. Et je ne pouvais pas le permettre. Noah s'approche lentement, regardant Arthur comme
S'il voyait un fantôme. Alors vous êtes mon grand-père, dit-il d'une petite voix. Mon grand-père biologique? Arthur hoche la tête. Oui, mon garçon. Et je regrette profondément de ne pas avoir été dans ta vie. La salle de bal éclate en murmures. 200 personnes parlent en même temps. Traitant ce revirement. Impossible. J'entends des fragments de conversation. Il est le propriétaire de Sterling Hall. Il vaut des millions. Quel scandale. La pauvre femme. Le fils. Doit être détruit. Mais je ne peux rien assimiler de tout cela. Je ne peux que regarder Arthur. Ce fantôme de mon passé qui est apparu de nulle part juste. Quand j'en avais le plus besoin. 46 ans. 46 ans que j'ai porté la douleur de son abandon. 46 ans que j'ai travaillé jusqu'à détruire mon corps pour compenser son absence. Richard continue de regarder la photographie comme s'il pouvait changer la réalité avec suffisamment de concentration. Ses mains tremblent tellement que l'image vacille. Catherine essaie de la lui prendre, mais il se retire. Brusquement. Tu as menti, dit Richard, me regardant avec des yeux pleins de larmes et de fureur. Tu m'as dit que mon père était mort. Tu m'as fait croire que j'étais orphelin. Tout ce temps, tu as menti. Ma voix sort brisée, à peine audible. Je te protégeais, Richard, tu étais un enfant. Comment allais-je te dire que ton père nous avait abandonnés? Qu'il ne voulait pas de nous? Qu'il avait choisi sa liberté plutôt que nous? Arthur fait un pas vers Richard, la main tendue. Mon fils, tu dois comprendre. J'étais jeune, stupide, terrifié. Quand ta mère m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai paniqué. Je venais d'une famille riche qui m'avait menacé de me déshériter si je continuais avec elle. Eleanor était pauvre, sans famille, sans relation, et j'étais un lâche qui a choisi l'argent plutôt que l'amour. Ne m'appelle pas fils, crache Richard. Tu n'en as pas le droit. Où étais-tu quand nous devions manger du riz 3 fois par jour parce qu'il n'y avait pas d'argent pour plus? Où étais-tu quand les autres enfants se moquaient de moi parce que je n'avais pas de père? Où étais-tu quand ma mère travaillait 20 heures par jour pour payer mon éducation? Je n'étais pas là, admet Arthur d'une voix brisée. Et je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à mon dernier jour. Mais je suis là maintenant, et je ne te laisserai pas traiter ta mère comme tu l'as traitée ce soir. Catherine retrouve enfin sa voix, bien qu'elle sorte stridente et désespérée. C'est ridicule. Richard, tu n'as pas à écouter ça. Cet homme apparaît de nulle part. Avec des histoires dramatiques juste quand nous mettions ta mère à sa place. C'est suspect. Il ment probablement pour nous manipuler. Arthur sort son téléphone et en quelques secondes montre quelque chose à Catherine. C'est un test ADN. J'ai fait faire un test avec un cheveu de Richard que j'ai obtenu de son bureau il y a 3 mois. 99,9% de probabilité de paternité. Je ne mens pas. Comment avez-vous obtenu un cheveu de mon bureau? Demande Richard avec incrédulité. Vous m'avez espionné, vous avez enquêté sur moi. J'ai essayé de rassembler le courage de t'approcher pendant des années, répond Arthur. J'ai engagé des enquêteurs. Je sais tout de ta vie, Richard. Je sais que tu as une entreprise d'import-export. Je sais que tu vis dans l'immeuble Riverside, au 12e étage. Je sais que ton fils Noah a étudié l'administration des affaires. Et je sais autre chose, quelque chose que peut-être ta femme ne sait pas. Le ton d'Arthur change. Il devient plus froid, plus calculateur. Catherine le regarde avec une méfiance soudaine. De quoi parlez-vous? Demande-t-elle d'une voix tendue. Arthur tourne lentement autour d'eux comme un prédateur autour de sa proie. Je parle du fait que la prospère entreprise de Richard est une façade complète. Je parle du fait qu'il doit 2 300 000 $ à 3 banques différentes.
Je parle du fait qu'il est à 3 mois de la faillite totale. C'est privé, crie Richard, le visage complètement rouge. Vous n'avez pas le droit d'enquêter sur mes finances. J'ai tous les droits quand mes enquêteurs découvrent que vous utilisez des informations frauduleuses pour obtenir des prêts, répond Arthur froidement. Rapport financier modifié. Fausse facture, contrat avec des sociétés écrans. Tout est documenté. Je sors un mouchoir de mon sac pour sécher les larmes qui ne cessent de couler. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Richard est ruiné. Mon fils prospère, mon fils qui conduit une voiture de luxe et vit dans un immeuble élégant est ruiné. Catherine devient hystérique. C'est un mensonge. Nous vivons très bien. Nous avons tout. Comment osez-vous venir ici pour diffamer mon mari? Arthur sort une épaisse enveloppe de sa veste. Il l'ouvre et en extrait plusieurs documents. Il les place sur la table la plus proche où tout le monde peut les voir. Relevé de compte, avis de dette, lettre de banque exigeant le paiement, le tout avec le nom de Richard clairement visible. Noah s'approche pour regarder les documents. Son visage se décompose. Papa, chuchote-t-il. C'est réel. Ces dettes sont réelles. Richard essaie d'arracher les papiers, mais Arthur est plus rapide. Il les tient hors de sa portée. Il n'y a pas que les dettes. Continue Arthur. C'est la façon dont vous les avez obtenues. Vous avez utilisé le nom de votre mère comme garant sur 2 de ses prêts sans qu'elle le sache. Vous avez forgé sa signature. Quoi? Je crie, sentant le sol disparaître sous mes pieds. Richard, utilisez mon nom. Il a forgé ma signature. Arthur hoche la tête avec une expression sombre. Si ces prêts ne sont pas remboursés, Eleanor, les banques vont saisir votre maison, la petite maison que vous avez achetée avec tant d'efforts après 30 ans d'épargne. Elles vont la saisir pour des dettes dont vous ne connaissiez même pas l'existence. Je regarde Richard, cherchant un démenti, une explication, quelque chose qui fasse que cela ne soit pas vrai. Mais il ne me regarde pas. Il a les yeux fixés sur le sol, la mâchoire serrée, les poings fermés. C'est vrai, je chuchote, sentant la nausée. Tu l'as fait. Tu as mis ma maison en danger. Catherine essaie de défendre son mari avec désespoir. Il l'a fait pour la famille, pour maintenir notre niveau de vie, pour vous donner une vie meilleure. Noah, ce n'est pas un criminel. C'est un père qui fait ce qu'il faut. James, un homme plus âgé avec des lunettes qui se tenait à côté d'Arthur tout ce temps, s'avance. Si je peux me permettre, Monsieur Sterling, dit-il d'une voix professionnelle. Je suis James Moore, avocat du cabinet Sterling, et je regrette de vous informer que forger des signatures pour obtenir des prêts est une fraude financière. C'est un crime grave passible de 5 à 10 ans de prison. Richard lève enfin les yeux. Ses yeux sont rouges. Son expression est de pure panique. Ils ne peuvent rien prouver, dit-il d'une voix tremblante. Ils n'ont aucune preuve réelle. James sort une tablette et l'allume. Nous avons les signatures originales de Madame Eleanor sur d'autres documents. Nous avons les signatures forgées sur les contrats de prêt. Nous avons l'analyse graphologique qui montre qu'elles ne correspondent pas. Et nous avons les témoignages de 3 employés de banque qui ont confirmé que Madame Eleanor n'est jamais apparue personnellement pour signer ces documents. Pamela, qui observait tout la bouche ouverte, essaie de s'éclipser discrètement vers la sortie. Arthur l'arrête d'un seul regard. Ah. Mademoiselle Pamela, dit-il d'un ton presque désinvolte. La cousine de Catherine, n'est-ce pas? Celle qui, il y a quelques minutes, a suggéré à Eleanor de manger par terre comme un chien. Pamela se fige. Moi? Je plaisantais juste. Ce n'était pas littéral. Les blagues ont des
Conséquence, répond Arthur. Surtout quand elles sont enregistrées par les caméras de sécurité de ma salle de bal. J'ai des images complètes de toute cette célébration. Chaque mot, chaque insulte, chaque moment d'humiliation que vous avez infligé à Eleanor est documenté. Catherine pâlit. Pourquoi voudriez-vous enregistrer votre propre salle de bal, demande-t-elle d'une voix faible. La sécurité, répond Arthur simplement. Mais aussi parce que je soupçonnais que quelque chose comme cela pourrait arriver. Quand j'ai vu que Richard avait réservé la salle pour le mariage de son fils, mais n'avait pas inclus sa propre mère à la table principale, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Alors je me suis assuré d'avoir toutes les preuves nécessaires. Noah prend soudain la parole d'une voix forte et claire. Arrêtez tout le monde. C'est mon mariage. C'est censé être le plus beau jour de ma vie, et c'est devenu un cauchemar. Grand-mère, je suis tellement désolé. Je ne savais rien de tout ça. Je jure que je ne savais pas. Il marche vers moi et me serre dans ses bras. Je sens ses larmes mouiller mon épaule. Tu as toujours été bonne avec moi, chuchote-t-il. Toujours. Et ils t'ont traité comme des ordures. Je ne peux pas leur pardonner ça. Catherine essaie d'approcher Noah, mais il lève la main, l'arrêtant. Non, maman, pas tout de suite. J'ai besoin de digérer tout ça. Arthur consulte sa montre en or. Il est 21h, dit-il. Cette célébration était prévue jusqu'à minuit, mais étant donné les circonstances, je pense qu'il serait approprié qu'elle se termine maintenant. Vous ne pouvez pas nous chasser, crie Catherine hystériquement. Nous avons payé pour cet endroit. Vous avez payé $50 000 pour la location, corrige Arthur. Mais la clause du contrat spécifie clairement que le propriétaire se réserve le droit de mettre fin à tout événement qu'il considère inapproprié ou qui viole les conditions de service. Et le harcèlement verbal envers d'autres invités viole définitivement ces conditions. Les invités commencent à murmurer plus fort maintenant. Certains rangent déjà leurs sacs et leurs châles, clairement mal à l'aise avec le drame qui se déroule. Je peux voir leur visage. Certains montrent de la pitié envers moi. D'autres semblent fascinés par le scandale. Quelques-uns regardent Richard et Catherine avec un dégoût évident. Catherine est au bord de la crise de nerfs. Son maquillage parfait commence à couler sous les larmes de rage. Ils ne peuvent pas nous faire ça, crie-t-elle, cherchant du soutien autour d'elle. Que quelqu'un dise quelque chose. C'est injuste. C'est notre célébration. Mais personne ne dit rien. Les partenaires commerciaux de Richard, ces hommes importants qui, il y a une heure, le traitaient comme un égal, le regardent maintenant avec des expressions calculatrices. Ils font des calculs mentaux. Ils évaluent si s'associer à un homme accusé de fraude est bon pour leurs affaires. Et je peux voir sur leur visage que la réponse est non. L'un d'eux, un gentleman costaud avec une moustache grise, s'approche de Richard. Reban, je crois qu'il s'appelle. J'ai entendu mon fils mentionner ce nom auparavant. Richard, dit-il d'une voix froide et professionnelle. Je pense que nous devons avoir une conversation sur notre contrat de distribution. Demain à mon bureau, 9h du matin. Ce n'est pas une invitation. C'est un ordre et ils savent tous les deux ce que cela signifie. Ils rompent les liens. Un autre partenaire, plus jeune mais tout aussi sérieux, hoche la tête. Je dois également revoir nos accords. Richard, à la lumière de ces informations financières, j'ai des inquiétudes quant à la solvabilité de votre entreprise. Richard les regarde avec désespoir. S'il vous plaît, pouvons-nous en parler en privé? Pas ici. Pas maintenant. C'est un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, dit Arthur fermement. Les
Chiffres ne mentent pas. Les documents ne mentent pas, et les preuves sont claires. Votre entreprise est en faillite, et vous l'avez cachée avec des prêts frauduleux. J'ai le vertige. Tout cela est trop. Il y a à peine une heure, je n'étais qu'une vieille femme humiliée au mariage de son petit-fils. Maintenant, je me tiens à côté d'un homme qui prétend être le père de mon fils après 46 ans d'absence, découvrant que mon fils est un criminel qui a forgé ma signature et a mis ma maison en danger. Arthur doit remarquer ma pâleur car il me prend le bras. Doucement. Eleanor, tu as besoin de t'asseoir, dit-il avec une réelle inquiétude. James, apportez une chaise. L'avocat apporte immédiatement l'une des élégantes chaises dorées. Je m'assois, reconnaissante car mes jambes ne me soutiennent plus. Arthur s'agenouille devant moi, ignorant son costume coûteux sur le sol. Il me regarde dans les yeux. Je sais que c'est accablant, dit-il doucement. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander de me faire confiance après tout ce temps, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quelque chose qui change tout. Qu'est-ce qui peut encore changer, je chuchote d'une voix brisée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Arthur prend une profonde inspiration. Il y a 20 ans, ton mari, l'homme qui a élevé Richard comme s'il était son propre fils, t'a laissé quelque chose dans son testament. Une parcelle de terre à la périphérie de la ville. 40 acres de terre. Qui, à l'époque, ne valait pratiquement rien. Je me souviens de cette terre. Ézéchiel, mon défunt mari, m'en a parlé sur son lit de mort. C'était une terre qu'il avait achetée avec ses économies, rêvant de construire une petite ferme un jour, mais nous n'avons jamais eu l'argent pour la développer. Quand il est mort, elle est restée là. Une terre vide, sans aucune utilisation. Je sais. Pour cette terre, je dis avec confusion. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça? Arthur sort un autre document. Celui-ci a l'air officiel avec des sceaux et des signatures de notaire. Il y a 5 ans, dit-il lentement. Le gouvernement a approuvé un plan d'aménagement urbain pour cette zone. Ils ont construit le plus grand centre commercial de la ville exactement à côté de votre terre. La valeur de votre propriété a été multipliée par 1000. Je le fixe. Sans comprendre. James poursuit l'explication. Madame Eleanor, cette terre que vous possédez vaut maintenant 5 millions de dollars. C'est l'une des propriétés les plus précieuses de la région. 5 millions? Les mots n'ont aucun sens dans mon cerveau. 5 millions de dollars? Ce n'est pas possible. Je vis dans une petite maison modeste avec des fuites au toit. Je mange du riz et des haricots. La plupart du temps. J'ai porté le même manteau pendant 10 ans. C'est impossible, je parviens à dire. Si ça valait autant, quelqu'un me l'aurait dit. J'aurais reçu des offres, quelque chose. Vous les avez reçues, dit Arthur avec une expression sombre. 37 offres au cours des 5 dernières années. Toutes interceptées par Richard. Ma tête se tourne brusquement vers mon fils. Son visage est complètement rouge, la sueur coule sur son front. Il ne dit rien. Il ne me regarde pas. Richard est votre mandataire désigné, explique James. Quand votre mari est décédé, vous avez signé un document lui donnant procuration pour gérer les affaires immobilières en votre nom parce que vous ne saviez pas bien lire les documents juridiques compliqués. Il a utilisé ce pouvoir pour intercepter toutes les offres pour votre terre. Pourquoi, je demande en regardant Richard avec de nouvelles larmes. Pourquoi ferais-tu ça? C'est ma propriété, ma seule sécurité, Richard parle enfin. Sa voix est défensive, désespérée. Parce que j'attendais le bon moment. Je voulais que la valeur monte davantage. J'allais la vendre à l'un de mes partenaires. Nous allions partager les bénéfices 50-50e. De ma propriété, je crie avec une fureur que je ne savais pas avoir en moi.
Sans même me le dire, sans même me demander. Catherine essaie de le justifier. C'était pour ton bien, Eleanor. Tu ne comprends pas les affaires. Tu ne sais pas comment gérer ce genre d'argent. Tu aurais fini par te faire arnaquer par quelqu'un. L'ironie de ces mots est si grotesque que j'en ris presque. C'est vous qui m'arnaquiez. Vous. Ma propre famille. Arthur se lève et se place de nouveau à mes côtés comme un gardien. Et il y a plus, dit-il, regardant Richard. Nous avons également trouvé des brouillons d'un document que vous comptiez faire signer à votre mère. Un document transférant la propriété du terrain à votre nom sous prétexte de la protéger d'éventuels procès. Richard s'effondre visiblement. Il met ses mains sur sa tête. Ce n'est pas en train de se passer. Ça ne peut pas être en train de se passer. Noah marche vers son père avec une expression que je n'avais jamais vue sur lui. Une déception absolue. Alors c'est vrai, dit-il d'une voix tremblante. Tout ce que ce monsieur dit est vrai. Tu as volé grand-mère. Ce n'est pas du vol si c'est la famille, essaie d'argumenter Catherine. Faiblement. C'est de la gestion d'actifs. C'est de la fraude, corrige James fermement. C'est un détournement. C'est un abus de pouvoir fiduciaire. Il y a au moins 5 crimes différents documentés ici. Les invités sont maintenant définitivement en train de partir. De petits groupes se dirigent vers la sortie, murmurant entre eux. Certains me regardent avec pitié en passant. Une dame âgée s'arrête et me serre l'épaule avec sympathie avant de partir. Pamela essaie de s'éclipser avec un groupe qui part, mais Arthur élève la voix. Mademoiselle Pamela, vous restez. Il y a quelque chose à votre sujet que madame Eleanor doit savoir. Pamela se fige. Moi? Je n'ai rien fait. Je suis juste la cousine de Catherine. Je n'ai rien à voir avec leurs sales affaires. Mais vous avez quelque chose à voir avec la planification de cette humiliation, dit Arthur. Mes enquêteurs ont examiné les messages entre vous et Catherine. Les messages où vous avez planifié exactement comment humilier Eleanor ce soir. Où la placer, comment s'assurer que tout le monde remarque sa robe bon marché. Comment orchestrer le moment du repas pour maximiser l'embarras public. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas que Richard avait perdu son sang-froid dans un moment de tension. C'était planifié. Chaque détail était délibérément conçu pour me détruire. Catherine essaie de nier, mais son visage la trahit. Ce n'est pas. Nous avons juste. C'était pour le bien de tout le monde. Vous ne vouliez pas gâcher les photos de mariage avec votre apparence, Eleanor. C'était pour Noah. Pour Noah, je répète, sentant du dégoût. Vous utilisez le nom de votre fils pour justifier votre cruauté. Noah s'éloigne physiquement de ses parents. Il se positionne de l'autre côté de la pièce, près de moi. Je ne veux plus être près de vous, dit-il d'une voix ferme. Je ne sais pas qui vous êtes. Je pensais connaître mes parents, mais je ne vous reconnais pas du tout. Catherine laisse échapper un gémissement dramatique. Noah, mon fils? Tu ne peux pas dire ça. Nous sommes ta famille. Nous avons tout fait pour toi. Non, maman. Vous l'avez fait pour vous, pour votre image, pour votre statut. Pour votre foutue fierté. Arthur applaudit lentement. Bien dit, mon garçon. Vous avez plus de courage que votre père. C'est certain. Richard explose. Enfin. Vous n'avez pas le droit de me juger. Vous qui nous avez abandonnés. Vous qui n'avez jamais été là. Vous qui avez laissé ma mère dans la misère. Vous êtes pire que moi. Au moins, j'étais présent. Présent pourquoi, je demande d'une voix froide qui me surprend moi-même. Pour me faire travailler.
Jusqu'à ce que mon corps soit détruit pendant que tu jouais une vie confortable. Pour voler ma propriété. Pour m'humilier publiquement au mariage de mon petit-fils. C'est ça, ton idée d'être présent. Maman, je ne m'appelle pas maman, je l'interromps. Ce mot implique l'amour, le respect, la gratitude. Tu ne ressens rien de tout cela pour moi. Je ne suis qu'un fardeau. Honteux qui te rappelle d'où tu viens. Le silence qui suit est absolu. Même. Les derniers invités restants se sont arrêtés pour observer. Arthur me regarde. Avec quelque chose qui ressemble à de la fierté dans ses yeux. Richard essaie de m'approcher, les mains tendues dans un geste suppliant. Ses yeux sont rouges. Gonflés de larmes. Maman, s'il te plaît, dit-il d'une voix brisée. Laisse-moi expliquer. Laisse-moi arranger ça. Je peux tout arranger. Je m'éloigne de lui instinctivement. Arthur s'interpose entre nous comme un bouclier. Je pense que vous avez assez expliqué, dit-il d'un ton glacial. Et franchement, il n'y a rien à arranger ici, sauf les conséquences légales de vos actions. Catherine court vers son mari et le serre dans ses bras. Il attaque votre famille, crie-t-elle à Arthur. Vous apparaissez après des décennies comme si vous étiez un sauveur, mais vous ne faites que tout détruire. Quel genre de père fait ça? Le genre de père qui ne permettra pas que la femme qui a élevé son fils seule soit maltraitée, répond Arthur. Sans sourciller. Le genre de père qui est arrivé 46 ans en retard, mais qui est au moins arrivé quand on en avait le plus besoin. Richard se libère de l'étreinte de Catherine et s'agenouille devant moi. Les genoux de son pantalon coûteux touchent le sol de marbre. Maman, écoute-moi. Je sais que j'ai fait des erreurs. Je sais que je t'ai déçu, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Tout ce que j'ai fait, toutes les décisions que j'ai prises, je pensais qu'elles étaient pour le bien de la famille. Nous ne faisions pas partie de ta famille, Richard, je réponds avec tristesse. J'étais un embarras. Tu te cachais, un secret embarrassant de ton pauvre passé. Ce n'est pas vrai, proteste-t-il faiblement. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. L'amour ne planifie pas les humiliations publiques, je dis fermement. L'amour ne forge pas les signatures. L'amour ne vole pas. Quoi que tu ressentes. Pour moi, Richard, ce n'est pas de l'amour. C'est peut-être une obligation. Inconfortable, peut-être un peu de culpabilité résiduelle, mais ce n'est pas de l'amour. Ses yeux se remplissent de larmes à nouveau. Comment peux-tu dire ça après tout ce que nous avons traversé ensemble, après toutes ces années? Les années ne signifient rien sans respect, mon fils. Et tu as perdu mon respect il y a longtemps. Ce soir n'a fait que confirmer ce que je soupçonnais. Déjà. Noah me pose la main sur l'épaule. Grand-mère, je pense que nous devrions partir. Tu en as assez enduré pour une nuit. Il a raison. Approuve Arthur. Éléanore. Mon chauffeur est dehors. Je peux vous ramener chez vous. Ou si vous préférez, j'ai une suite au Sterling Hotel où vous pourrez passer la nuit. Intimité totale, service d'étage, tout ce dont vous avez besoin. L'idée de retourner seul dans ma petite maison après tout cela me semble insupportable. J'accepte la suite, je dis d'une voix basse. Juste pour ce soir. Arthur fait un geste et un homme en costume sombre apparaît. Immédiatement. Il devait attendre à proximité tout ce temps. Préparez-la. Suite présidentielle pour Madame Éléanore, ordonne Arthur, et assurez-vous. Quel est tout ce dont elle pourrait avoir besoin? L'homme hoche la tête et disparaît, parlant dans une radio discrète. Richard fait un pas vers moi, les mains tendues. Maman, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Ne terminons pas là. Nuit de cette façon. Nous pouvons parler. Nous pouvons arranger ça. Il n'y a rien à arranger ce soir, Richard.
J'ai besoin de distance. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'assimiler que mon propre fils me considère comme si insignifiante. Qu'il a planifié mon humiliation comme s'il s'agissait d'un événement d'entreprise. Catherine laisse échapper un sanglot dramatique. Vous détruisez notre famille, crie-t-elle. Vous détruisez des années de travail, des années à construire une vie pour un stupide malentendu. Un malentendu, je répète, incrédule. Vous appelez forger des documents légaux. Un malentendu, une fraude financière, des abus émotionnels prémédités. Pamela reprend la parole, sa voix petite et effrayée. Catherine, je pense que nous devrions y aller. Ça ne va pas s'améliorer ce soir. Pour la première fois. Catherine semble écouter un conseil sensé. Elle prend Richard par le bras. Allons-y, chérie. Demain, nous parlerons à des avocats. Nous arrangerons tout ça. Il n'y a rien à arranger légalement, dit James d'un ton professionnel. Les documents sont en règle. Les preuves sont irréfutables. Les accusations criminelles sont inévitables à moins que Monsieur Richard ne coopère entièrement avec les autorités. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, demande Richard d'une voix tremblante. Cela signifie que si vous confessez volontairement toutes les fraudes, si vous rendez tout ce que vous avez pris, si vous acceptez la faillite de votre entreprise sans résistance, alors nous pourrions négocier une peine réduite. Peut-être des travaux d'intérêt général au lieu de la prison. Peut-être la probation au lieu de la prison. La prison. Chuchote Richard, devenant pâle. Il pourrait m'envoyer en prison. Fraude sur titre, falsification de documents légaux, abus de pouvoir. Fiduciaire, liste James. Chaque accusation est passible de peine. Potentiel de 5 à 10 ans, cumulative. Nous pourrions parler de 20 ans. Catherine s'effondre complètement. Elle pousse un cri et attrape le bras de Richard comme s'il pouvait la protéger de cette réalité. 20 ans? Mon mari ne peut pas aller en prison pendant 20 ans. Nous avons une vie. Nous avons des projets. Vous auriez dû y penser avant de commettre des crimes, dit Arthur. Sans aucune sympathie. Les actions ont des conséquences. Enfin, vous apprenez cette leçon. Noah me prend la main. Grand-mère, allons-y. S'il te plaît, tu as besoin de te reposer. Il a raison, j'acquiesce. Je sens mes jambes me supporter à peine. Tout mon corps me fait mal à cause de la tension de cette nuit interminable. Oui, allons-y. Arthur m'offre son bras et je l'accepte. Nous marchons ensemble vers la sortie de la salle de bal. Les derniers invités restant nous regardent en silence. Certains avec respect, d'autres avec une curiosité morbide, un ou deux avec une compassion sincère. Quand nous atteignons la porte, j'entends la voix de Richard derrière nous. Maman, attends. Je m'arrête, mais je ne me retourne pas. Quoi? Richard, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je sais que cela ne signifie rien maintenant. Je sais que les mots sont vides, mais j'ai besoin que tu saches. Je suis désolé. Il y a un long silence. Arthur attend patiemment sans me presser. Noah me serre doucement la main. Finalement, je parle sans me retourner. Je suis désolé aussi. Richard. J'ai l'impression de t'avoir déçu d'une manière ou d'une autre. De ne pas t'avoir enseigné les bonnes valeurs. De t'avoir tant sacrifié. Que tu as oublié d'apprécier ce que tu as. Que je t'ai tellement aimé. Je ne t'ai pas préparé à la dureté du monde. Je suis désolé pour ça. Et puis je sors sans me retourner. L'air frais de la nuit me frappe le visage quand nous quittons la salle. Je respire profondément, essayant de remplir mes poumons avec autre chose que l'odeur de parfum coûteux et de trahison. Le ciel est sombre, plein d'étoiles qui semblent indifférentes à tout le drame humain qui vient de se
déroulée sous cet élégant toit. Une voiture noire attend à l'entrée. Ce n'est pas simplement une voiture. C'est une longue limousine brillante qui coûte probablement plus que ma maison entière. Le chauffeur, un homme plus âgé en uniforme impeccable, ouvre la porte arrière avec une révérence respectueuse. « Madame, dit-il d'une voix aimable. C'est un honneur de vous servir. Je monte maladroitement. Je n'ai jamais été dans un véhicule comme celui-ci. Les sièges sont en cuir, doux comme du beurre. Il y a des lumières tamisées au plafond, créant une atmosphère apaisante. Arthur s'assoit à côté de moi tandis que Noah monte de l'autre côté. James s'installe sur le siège en face de nous. La voiture commence à rouler en douceur. Je regarde par la fenêtre la salle que nous avons laissée derrière. Je peux voir la silhouette de Richard et Catherine. À l'entrée, s'étreignant, pleurant probablement. Pamela parle au téléphone. Frénétiquement. Tout leur monde parfait s'est effondré en une seule nuit, et je devrais ressentir de la satisfaction. Je devrais ressentir de la justice. Mais je ne ressens qu'un vide profond et douloureux. Arthur doit remarquer mon expression car il parle doucement. C'est normal de se sentir confuse, Eleanor. La justice et la douleur peuvent coexister. Vous pouvez être furieuse contre Richard et l'aimer toujours. Vous pouvez vouloir qu'il subisse les conséquences. Et souhaiter qu'elles ne soient pas nécessaires. Je l'aime, je chuchote. Les larmes coulant sur mes joues. Malgré tout, malgré ce qu'il a fait, il est toujours mon fils. Je l'ai porté dans mon ventre. Je l'ai allaité. Je me suis occupé de lui quand il était malade. Comment puis-je cesser de l'aimer? Simplement parce qu'il m'a trahi? Tu n'as pas à cesser de l'aimer, dit Noah en me serrant la main. Mais tu peux l'aimer à distance. Tu peux l'aimer. Et te protéger quand même. Tu peux l'aimer et exiger du respect. Le garçon a raison, approuve Arthur. L'amour inconditionnel ne signifie pas une tolérance inconditionnelle. Cela signifie que vous souhaitez le meilleur pour cette personne, même lorsque la meilleure chose est qu'elle fasse face aux conséquences de ses actions. James s'éclaircit la gorge. Madame Eleanor, si je peux me permettre, demain nous devrons nous rencontrer pour discuter des prochaines étapes juridiques. Nous devons déposer des accusations criminelles formelles contre Richard pour la fraude. Nous devons nous assurer que tous vos actifs sont protégés et nous devons commencer le processus d'administration financière de votre nouvelle richesse. Nouvelle richesse. Les mots semblent surréalistes. Il y a 12 heures, j'étais une vieille femme pauvre inquiète de pouvoir payer la facture d'électricité ce mois-ci. Maintenant, je suis millionnaire. Comment est-il possible que la vie change si radicalement en si peu de temps? Je ne peux pas penser à tout ça ce soir, je dis d'une voix épuisée. Mon cerveau est complètement saturé. Bien sûr, répond James. Gentiment. Reposez-vous ce soir. Demain à 10 heures du matin, j'enverrai quelqu'un du cabinet vous rendre visite à l'hôtel juste pour parler informellement, sans pression, des options. La voiture s'arrête devant un imposant bâtiment. Sterling Hotel, il est écrit en lettres dorées brillantes au-dessus de l'entrée. C'est l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Je suis passé devant de nombreuses fois, mais je n'aurais jamais imaginé y entrer. Le chauffeur ouvre ma porte et m'aide à descendre doucement. Arthur m'offre son bras à nouveau et nous marchons ensemble vers l'entrée. Les portes vitrées s'ouvrent automatiquement. Le hall est spectaculaire. Des sols en marbre qui brillent comme des miroirs. Des lustres en cristal, des fleurs fraîches dans d'énormes vases, des employés impeccablement habillés qui nous regardent avec respect. Une jeune femme derrière le comptoir de la réception nous voit arriver et son visage s'illumine. Monsieur Sterling, dit-elle avec un sourire professionnel. Tout est prêt comme commandé. La suite présidentielle est préparée. Merci. Adriana,
répond Arthur. C'est Madame Eleanor. C'est une invitée très spéciale. Je veux qu'on lui fournisse tout ce dont elle a besoin. Absolument. Tout. La réceptionniste hoche la tête effusivement. Bien sûr, monsieur. Madame Eleanor, c'est un plaisir de vous accueillir. Elle me tend une carte clé dans une élégante enveloppe. Arthur me guide vers les ascenseurs. Nous montons en silence. L'ascenseur est aussi élégant que le reste de l'hôtel. Il y a une musique douce et des murs avec des miroirs dorés. Nous arrivons au 15e étage. Les portes s'ouvrent directement sur un couloir privé avec une seule porte au bout. La suite présidentielle. Arthur utilise sa propre carte pour ouvrir. La suite est plus grande que ma maison entière. Elle a un salon avec des meubles qui semblent tirés d'un magazine. Une petite cuisine entièrement équipée, une salle à manger avec une table pour 6 personnes, et par une porte ouverte, je peux voir une chambre avec un lit immense couvert d'oreiller moelleux. La salle de bain, dit Arthur, montrant une autre porte, a une baignoire à remous. Le minibar est entièrement approvisionné et gratuit. Le service d'étage est disponible 24 heures sur 24. Il suffit de composer le 0 sur le téléphone et de demander ce dont vous avez besoin. Je ne sais pas quoi dire. C'est trop. Ce n'est pas trop, dit Arthur fermement. C'est le minimum. Eleanor, vous avez passé 46 ans à survivre avec le minimum. Permettez-moi de vous offrir une nuit de véritable confort. Noah explore la suite avec étonnement. Grand-mère, il y a une télé géante et une autre dans la chambre. Et regarde ce canapé. Il est si doux. Malgré tout, je souris en voyant son enthousiasme juvénile. Arthur l'observe avec une expression complexe. C'est un bon garçon, dit-il à voix basse. Malgré ses parents, c'est un bon garçon. Oui, j'acquiesce avec fierté. Il l'a toujours été. James fait ses adieux avec une révérence. Reposez-vous, Madame Eleanor. Demain, nous commencerons à construire votre nouvel avenir. Quand il part, Arthur reste un instant de plus à la porte. Il y a quelque chose que je dois te dire, Eleanor. Quelque chose que je ne pouvais pas dire devant tout le monde. Je le regarde. Attendant. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Dit-il d'une voix brisée. Pendant 46 ans, pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je me demande comment tu allais. Si tu allais bien, si le bébé était né en bonne santé, si tu me haïssais. Je t'ai cherché pendant des années, mais je ne connaissais pas ton nom de femme mariée. Je ne savais pas où tu vivais. Et quand je t'ai enfin trouvé il y a 3 ans, je n'ai pas eu le courage de m'approcher. Il y a 3 ans, je répète, traitant cette information. Tu m'as trouvé il y a 3 ans et tu n'as rien dit. J'étais un lâche, il admet. Je suis toujours un lâche. Mais quand j'ai vu ton nom sur la liste des invités de ce mariage, quand mes enquêteurs m'ont dit ce que Richard planifiait, j'ai su que je ne pouvais plus être un lâche. Je devais intervenir. Pourquoi? Maintenant, je demande. Pourquoi après si longtemps? Parce que j'ai 74 ans, Eleanor. Parce que ma santé n'est plus ce qu'elle était. Parce qu'il me reste peut-être 10 ans de vie si j'ai de la chance. Et je ne veux pas mourir en étant le lâche qui a abandonné la femme qu'il aimait et le fils qu'il n'a jamais connu. La femme que tu aimais, je répète ces mots. Je t'aimais. Il confirme les larmes aux yeux. Je t'aimais tellement que ça me terrifiait. J'étais si jeune, si stupide, si pris au piège des attentes de ma famille. Et j'ai mal choisi. J'ai choisi l'argent et le statut plutôt que l'amour. Et j'ai payé ce prix chaque jour depuis. Nous nous tenons, nous regardant. 2 personnes âgées qui furent jadis jeunes et amoureuses. 2 personnes dont les vies ont pris des chemins si différents.
Deux survivants de décisions qui ne peuvent être annulées. Je ne sais pas si je peux te pardonner, je dis. Honnêtement. Je ne sais pas si je pourrai un jour. Je n'attends pas ton pardon, répond Arthur. J'espère seulement que tu pourras me permettre d'être dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Même si c'est de loin, même si c'est juste comme l'homme qui s'assure que tu ne souffres plus jamais. Noah s'approche et nous regarde tous les deux. Grand-mère, dit-il doucement. Je pense que tu devrais te reposer. Ça a été une nuit impossible. Il a raison. Je suis si fatigué que je peux à peine garder les yeux ouverts. Arthur hoche la tête et se dirige vers la porte. Bonne nuit, Éléanore. Repose-toi bien. Quand la porte se ferme, je reste debout au milieu de cette suite luxueuse, me sentant complètement perdu. Noah me serre dans ses bras. Ça va aller. Grand-mère. Tout va aller. Je me réveille avec le soleil entrant par les épais rideaux de la suite. Pendant un instant, je ne me souviens plus où je suis. Puis tout revient comme une vague. Le mariage, l'humiliation, Arthur, les millions, Richard, tout. Je m'assois sur l'immense lit et regarde autour de moi. Noah a dormi sur le canapé du salon. J'entends sa douce respiration d'ici. Il est tôt, peut-être 6 heures du matin. J'ai passé tant d'années à me lever tôt pour travailler que mon corps ne sait plus dormir tard. Je me lève et me dirige vers la fenêtre. La ville s'étend en dessous, se réveillant lentement. Tout semble petit, gérable, mais je sais que là-bas dans ces rues, ma vie a changé pour toujours. J'entends un léger coup à la porte. Je l'ouvre et trouve un chariot avec le petit déjeuner. Toast, fruits frais, jus d'orange. Café. Il y a une note. Je pensais que vous en auriez besoin, Arthur. Noah se réveille avec l'odeur du café. Bonjour, grand-mère, dit-il en se frottant les yeux. Comment as-tu dormi? Étonnamment bien, j'admets. Ce lit est comme dormir sur un nuage. Nous prenons le petit déjeuner ensemble dans un silence confortable. Enfin, Noah parle. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Grand-mère? Avec tout l'argent, avec Richard, avec tout? Je soupirant. Prenant mon café. Honnêtement, je ne sais pas. Hier j'étais une personne et aujourd'hui je suis quelqu'un de complètement différent. Pas seulement à cause de l'argent, à cause de tout ce que j'ai découvert, tout ce qui a changé. Il y a un autre coup à la porte. Cette fois, c'est James avec une mallette. Bonjour, Madame Éléanore. J'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais juste parler brièvement de quelques options. Nous nous asseyons dans le salon. James sort des documents et commence à expliquer les offres pour le terrain, les options d'investissement pour les actions, les stratégies pour protéger les actifs. Ma tête tourne avec tant d'informations. Et qu'est-ce qui se passe? Avec Richard, je demande finalement, qu'est-ce qui va arriver à mon fils? James devient sérieux. Cela dépend de vous, Madame Éléanore. Nous pouvons déposer des accusations criminelles complètes. Il ferait face à la prison. Ou nous pouvons négocier un accord où il avoue, déclare faillite, rend tout ce qui a été volé et reçoit une peine avec sursis avec des travaux d'intérêt général. Que recommandez-vous? L'avocat me regarde directement. En tant qu'avocat, je recommande l'option qui vous protège le plus, des accusations complètes. En tant qu'être humain, je comprends que c'est votre fils et que l'amour d'une mère ne s'efface pas par la trahison. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne. C'est un numéro que je ne reconnais pas, mais je réponds. Maman, dit la voix de Richard. Sa voix semble brisée, épuisée. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, où es-tu?
Dans le hall de l'hôtel. Le personnel ne me laisse pas monter sans ton autorisation. S'il te plaît, maman. Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Je regarde Noah et James. Tous deux me regardent, me laissant décider. Finalement, je soupire. Laissez-le monter. Quand Richard entre dans la suite quelques minutes plus tard, je le reconnais à peine. Il porte les mêmes vêtements que la nuit dernière, mais froissés et tachés. Ses cheveux sont en désordre. Ses yeux sont rougés. Gonflés. Il semble avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Maman, dit-il, et sa voix se brise immédiatement. Il tombe à genoux devant moi. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne peux pas vivre en sachant ce que je t'ai fait. Je ne peux pas respirer en sachant que je t'ai blessé si profondément. Les larmes coulent sur son visage. Ce sont de vraies larmes, pas les larmes calculées de la nuit dernière. Ce sont les larmes d'un homme complètement détruit. Richard, je dis doucement. Lève-toi du sol, il obéit. Tremblant. Il s'assied sur le canapé, la tête dans les mains. Catherine m'a quitté, dit-il d'une voix creuse. Elle est partie tôt ce matin. Elle a dit qu'elle ne peut pas être avec un homme qui va en prison, qu'elle ne peut pas être avec un échec. Elle a pris ses affaires et est allée chez Pamela. Je suis désolé, je dis, et je le pense. Malgré tout, je ne veux pas qu'il souffre. Ne sois pas désolé, dit-il amèrement. Tu avais raison à son sujet. Tu avais raison sur tout. J'ai passé tant d'années à essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. À essayer d'impressionner des gens qui n'en valent pas la peine, et j'ai perdu la seule chose réelle que j'avais. Je t'ai perdu. Tu ne m'as pas perdu, Richard. Je suis toujours là. Il lève les yeux avec surprise. Comment peux-tu dire ça après tout? Comment peux-tu même me regarder? Parce que je suis ta mère. Parce que malgré toute la douleur, malgré toute la trahison, tu restes mon fils. L'amour d'une mère ne s'éteint pas. Comme un interrupteur. Mais je vais en prison, maman. James m'a tout expliqué. Je peux aller en prison pendant 20 ans. Je regarde James. Il y a une autre option, je lui rappelle. L'avocat hoche la tête. Monsieur Richard? Si vous confessez volontairement tous vos crimes, si vous acceptez de rendre tout ce que vous avez pris, si vous déclarez faillite et acceptez une supervision financière pendant 10 ans, nous pouvons négocier une peine avec sursis, des travaux d'intérêt général, l'approbation. Mais cela exige une coopération totale. Richard me regarde avec un espoir désespéré. Tu ferais ça pour moi après tout? Avec des conditions, je dis fermement. Première condition, thérapie obligatoire. Tu as besoin d'une aide professionnelle pour comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Deuxième condition, plus de contact tant que tu ne démontres pas un réel changement. Tu peux m'écrire des lettres. Je pourrai les lire quand je serai prête. Troisième condition, tu laisses Noah tranquille. Tu ne le manipules pas. Tu ne le presses pas. Tu le laisses vivre sa vie. J'accepte, dit-il immédiatement. J'accepte tout, quoi que ce soit. Et quatrième condition, je continue. Tu utiliseras une partie de tes travaux d'intérêt général pour travailler dans des soupes populaires pour les sans-abri. Tu passeras du temps avec des gens vivant dans la pauvreté qui t'a tant fait honte. Tu apprendras l'humilité. Oui, maman. Quoi que tu dises, Noah s'approche de son père. Papa, dit-il. D'une voix sérieuse. Je vais te surveiller. Si tu fais ça pour de vrai, si tu changes pour de vrai, peut-être qu'un jour nous pourrons reconstruire quelque chose. Mais ça doit être réel. Plus de mensonges. Richard serre son fils dans ses bras en pleurant.
Je ferai mieux. Je promets que je ferai mieux. On frappe de nouveau à la porte. Cette fois, c'est Arthur. Il entre et voit Richard. La tension dans l'air est palpable. Deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés mais qui sont liés par le sang et par moi. Mon fils, dit Arthur. Lentement. Je veux que tu saches que j'ai acheté toutes tes dettes ce matin. Je suis ton créancier maintenant. Richard pâlit. Ça veut dire que tu peux me détruire complètement. Je pourrais, admet Arthur, mais je ne le ferai pas. Si tu coopères avec la justice, si tu changes vraiment, je te pardonnerai. Les dettes. Toutes. Ta mère a assez souffert en t'élevant seule. Je ne veux pas qu'elle souffre en voyant son fils en prison s'il y a un autre moyen. Pourquoi? Parce que j'ai échoué en tant que père il y a 46 ans, répond Arthur. Et peut-être que si j'avais été là, si je t'avais élevé aux côtés d'eux, ta mère, tu serais un homme différent. Une partie de ton échec est de ma responsabilité. Pas tout, mais une partie. Les deux hommes se regardent. Il y a tant de douleur, tant de temps perdu, tant de mots non dits. Finalement, Richard tend la main. Merci, dit-il simplement. Arthur la prend. Ne me remercie pas, remercie ta mère. C'est elle qui a décidé de te donner cette opportunité. Je me lève et me dirige vers la fenêtre. Je regarde la ville en bas. Je pense à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui s'en vient. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, maman, demande Richard doucement. Je me retourne. Et les regarde tous. Mon fils brisé, mon petit-fils fort, Arthur, le fantôme de mon passé. James, le gardien de mon futur. Je vais vivre, je dis clairement. Pour la première fois en 72 ans, je vais vivre sans peur, sans souci d'argent, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Je vais voyager. Je vais voir le monde que je n'ai jamais pu voir. Je vais aider d'autres personnes qui sont là où j'étais. Je vais ouvrir un centre communautaire pour les femmes qui luttent seules. Je vais faire en sorte que ma souffrance signifie quelque chose. Arthur sourit. J'aimerais aider à ce centre communautaire si vous me le permettez. Et j'aimerais y travailler. Dit Noah. Je veux faire quelque chose de significatif de ma vie. Même. Richard parle. Quand j'aurai terminé mes travaux d'intérêt général, j'aimerais en faire partie aussi si vous me le permettez un jour. Je les regarde tous, ma famille brisée. Mais peut-être, juste peut-être, dans le processus de guérison. Justice a été rendue, je dis doucement. Richard fera face aux conséquences, mais il aura une chance de rédemption. J'ai une sécurité financière pour la première fois de ma vie. Noah a la liberté de choisir son propre chemin. Et Arthur? Enfin, vous faites ce qu'il faut. Je m'approche de la fenêtre une dernière fois. Le soleil brille pleinement maintenant. C'est un nouveau jour, une nouvelle vie. J'ai passé 72 ans à survivre. Maintenant, je vais passer le reste de mes jours à vivre. À vraiment vivre. Et pour la première fois depuis plus d'années que je ne peux compter, je souris avec une joie sincère.